Oui, le contexte régional n'est pas idéal dans le sens géopolitique du mot, ou même dans le sens développement, niveau de développement. Cet écart énorme entre le sud et le nord au point de vue économique, les tensions qui existent parmi plusieurs de nos États membres, mais en même temps, c'est la raison d'être de l'Union pour la Méditerranée. En se concentrant sur les deux piliers du travail de l'organisation, une, c'est le développement humain dans le sens large, le développement durable. Alors nous ne travaillons pas, comme vous l'avez bien dit, sur les questions géopolitiques, mais on travaille sur ce qu'on appelle les causes réelles aussi des tensions qui existent. Le manque de développement, la question de l'éducation peut avoir un effet stimulateur pour toutes nos économies. Alors, en parallèle, ou dans un contexte que vous décrivez correctement comme difficile, on essaye d'avoir un impact positif sur les raisons même des tensions socio-économiques et voire même géopolitiques qui existent dans la région. La crise migratoire ou le défi migratoire qui existe et les tensions qui viennent avec reflètent aussi en partie les raisons réelles derrière. Pourquoi on a d'ailleurs ces vagues de migration qui sont principalement en provenance de l'Afrique subsaharienne et qui traversent la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Libye, en route vers l'Europe et qui finissent à 80% par rester dans nos pays au sud de la Méditerranée. La question, c'est pourquoi? Parce que l'intégration économique entre l'Europe et son voisinage sud, et par sud, je veux dire pas seulement le sud de la Méditerranée, mais même l'Afrique subsaharienne, n'y est pas. Parce que l'Europe, pendant une vingtaine d'années, a parlé d'une globalisation qui était principalement orientée vers l'Asie, qui ont commencé juste après la pandémie que nous avons fait face ensemble, à penser, et le problème de chaîne de valeur qui s'est émergé à cause de la pandémie, mais aussi à cause de la guerre en Ukraine, a commencé à penser à cette question de rapprocher les centres de production et de les installer plutôt dans nos régions, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne. Parce que l'Europe n'a pas pensé sa politique énergétique en prenant compte les potentiels énormes que nous disposons en matière d'énergie renouvelable. Les études démontrent facilement que l'Afrique du Nord est capable de produire tous les besoins énergétiques en électricité de l'Europe, si on le veut. Mais pour que celui-ci ou celui-là, je ne connais pas le terme en français, pour ça peut se réaliser, il y a un investissement à faire, il y a une interconnexion et une infrastructure à bâtir, et une volonté politique derrière tout ça. Alors la question migratoire, pour moi, est un symptôme d'un manque de coopération, un manque d'intégration économique régionale, et un manque de volonté politique commune pour qu'on puisse travailler ensemble. Et moi, quand je regarde même la question migratoire d'une manière isolée, ce n'est pas une question seulement de gérer, c'est une question aussi de résoudre les causes réelles de ce phénomène. La question migratoire est plutôt un symptôme qu'un problème isolé. J'ai parlé de manque d'intégration économique entre le sud et le nord. Il faut aussi ne pas oublier le fossé démographique qui existe entre le nord et le sud. L'Europe a un problème d'une démographie, oui, tandis que l'Afrique, y inclut l'Afrique du Nord, à part peut-être la Tunisie, a une démographie galopante.
Est-ce que la réponse à cette question, c'est un transfert des populations ou plutôt des investissements qui amènent le Sud à un niveau de développement qui leur permettent d'être plus accueillants, dans le sens, pas plus accueillants, plus attractifs à leur population d'y rester. Personne ne veut émigrer dans le monde. Personne n'a envie d'émigrer, de quitter chez soi, sa famille, ses racines, sa culture, sauf s'il y a des raisons politiques parfois, mais surtout économiques, ou peut-être géopolitiques dans les zones de conflit qui le forcent à émigrer. Ces immigrés, ils ne vont pas en Europe sans travailler, ils finissent par travailler. C'est-à-dire qu'il y a besoin, même si le cadre juridique est aussi compliqué, et même si les politiques veulent qu'ils ne viennent pas, mais ceux qui arrivent finissent par être intégrés économiquement en Europe, c'est-à-dire le besoin est là. Et moi, je le dis toujours à mes amis et collègues européens, le futur d'une Europe qui peut compter dans le monde de demain, vis-à-vis l'Asie, vis-à-vis l'Amérique au sens large, c'est dans une intégration régionale plus renforcée avec l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Si l'Europe veut vraiment arriver à une neutralité carbonique en 2050, je ne le vois pas sans une intégration de politique d'énergie avec l'Afrique du Nord. Si l'Europe veut être parmi les économies les plus dynamiques dans les années 2050, je ne le vois pas sans coopération avec le sud de la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, c'est un marché de 4,3 trillion dollars. Je ne sais pas comment dire trillion dollars. C'est le continent où il a le taux de croissance le plus élevé du monde aujourd'hui. Alors, ce n'est pas de l'aide qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est qu'on investisse ensemble pour le bien-être de l'Europe et de l'Afrique en même temps. On est plutôt orienté sur les questions, comme j'ai dit, de développement humain et de développement soutenable. Deuxièmement, le contexte actuel est tellement difficile pour qui que ce soit pour pouvoir avoir un impact. Il faut que les grands pays de la région et les acteurs internationaux importants et les Nations Unies remplissent leur rôle avant que des autres puissent avoir un impact. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne a été créée l'idée de l'Union européenne vient de l'idée du processus de Barcelone qui était né après les accords d'Oslo. Alors c'était la promesse du paix au Moyen-Orient qui a fait naître l'idée d'une coopération renforcée dans la Méditerranée. On est le seul cadre intergouvernemental, régional. Israël et la Palestine sont des membres à part égale dans l'organisation. Mais d'aller jusque-là et dire qu'on peut avoir un rôle politique à ce stade-là. La politique de voisinage est une politique très importante, avec un volet financier assez important, dont la Tunisie est un pays bénéficiaire. Mais et économiquement, c'est beaucoup plus, en taille, beaucoup plus grand que les moyens que nous disposons comme l'Union européenne. Quelle est la différence? La politique de voisinage est une politique bilatérale. C'est l'Europe et la Tunisie. C'est l'Europe et le Maroc. L'Europe et l'Égypte. Non. C'est un cadre de coopération régionale. On travaille tous ensemble. Alors on est les Américains disent two different political animals. Un, c'est l'Europe et nous, les Tunisiens. L'Europe et nous, les Égyptiens. Tandis que nous, on est dans une optique interrégionale. Et même la politique de voisinage soutiennent l'Union pour la Méditerranée et dans leur stratégie de voisinage, ils nous décrivent comme la dimension multilatérale et régionale d'une coopération entre l'Europe et le sud de la Méditerranée.
Très bien décrit la problématique, comme je l'ai dit tout à l'heure. La moyenne internationale des femmes entrepreneurs et des entreprises gérées par des femmes, c'est 26%. La moyenne chez nous, c'est 5%. Alors même si la moyenne mondiale n'est pas satisfaisante, parce qu'on ne devrait pas être à 26%, chez nous, c'est même plus choquant, parce qu'on est à peine à 5% de toutes les entreprises gérées ou lancées par des femmes. Alors l'écart ou le fossé est énorme. Nous et l'ONUDI et UN Women et même la Banque mondiale et tous les acteurs internationaux et régionaux, on essaie. À travers quoi? À travers, sur deux niveaux. Un niveau qui est culturel, à travers des conférences comme celle-là, ou à côté du networking qu'on crée entre femmes entrepreneurs pour faire naître de nouvelles entreprises et de nouvelles idées et de nouvelles coopérations entre les femmes dans des domaines productifs, mais aussi à disséminer des messages vers vous d'ailleurs, en ayant cette interview et d'autres interviews, disséminer le message qu'il faut plus aux femmes, parce qu'il faut que les femmes aussi osent et ne crament pas ces barrières qui sont réelles, mais qu'ils essayent de les briser et on les encourage à le faire, mais aussi à travers des initiatives où nous prenons ensemble, par exemple l'Union pour la Méditerranée et l'ONUDI, par exemple, on a 4 ou 5 projets ensemble, The Women Business Club, PWI 1, PWI 2, on peut vous donner des données sur ces 2 programmes. Inch'Allah, on va lancer un projet avec l'appui financier de l'Agence de développement espagnole qui va dans le même sens. Alors, on a des vrais projets. On a eu un projet, j'ai oublié le nom, Flower dans le secteur agricole ici en Tunisie et au Maroc. Il y a des programmes bien précis, que ce soit par des petites organisations ou des grandes, l'AFC, la Banque mondiale, même la BAR et la BUI, avec lesquels nous travaillons d'ailleurs, qui dirigent une partie de leur financement au secteur privé dans nos pays, exclusivement pour des entrepreneuses femmes. Est-ce que c'est assez? Non. Mais continuons dans la même direction, à faire les 3 choses. Changer la culture, donner plus d'accès au financement et créer un cadre juridique favorable. Sur le long terme, c'est une aspiration très légitime. Sur le long terme. Sur le court terme, elle est difficile, vu les tensions qui existent. Et pas seulement au niveau du conflit israélo-arabe, non, d'autres. Mais sur le long terme, oui, c'est l'ambition. Qu'on peut être beaucoup plus décisionnel, qu'on peut être, quand même, on peut avoir un rôle géopolitique important. Tout ce que vous avez décrit est valable et pourrait un jour se réaliser. Sur le court terme, ce sera trop ambitieux d'essayer de se pencher sur l'art. Il peut même nous pousser plus en arrière. Une fois les tensions existantes peuvent impacter le bon travail qu'on fait sur les questions sur lesquelles nous intervenons.